Bienvenue au studio ésotérique avec la complicité de la boutique Saint-Gimer de Carcassonne. D'habitude, quand on parle d'aller se coucher, il y a cette image en fait très mécanique qui vient en tête. Ouais, un peu comme éteindre un ordinateur à la fin de la journée, quoi. C'est exactement ça. On clique sur le bouton, l'écran devient noir, le ventilateur s'arrête, et bam, c'est terminé. Et on s'attend à ce qu'il ne se passe absolument rien jusqu'au lendemain matin. Ce qui est rassurant d'une certaine manière, de penser que notre cerveau a droit à un vrai bouton off. Mais quand on se penche réellement sur ce qui se passe une fois les paupières closes, on réalise que cet écran noir cache un système d'exploitation d'une complexité vertigineuse. Ah bah totalement. C'est un système qui tourne à plein régime en arrière-plan, tu vois, et qui effectue des mises à jour psychologiques majeures. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que, mine de rien, l'être humain passe environ un tiers de son existence totalement endormi. Un tiers, oui, c'est énorme quand on y pense. Carrément. Et l'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est justement de transformer ce tiers de notre vie en un espace d'apprentissage fascinant. Et on va le faire sans se laisser submerger par des concepts trop mystiques ou complexes. Ce qui est une excellente approche. L'idée, c'est d'offrir une méthode logique, avec des rituels très simples, qui vont de la préparation au coucher jusqu'à l'analyse au réveil, pour que les rêves deviennent des véritables alliés au quotidien. Et c'est une mission super importante, parce que pour explorer ce monde des rêves, il y a une condition préalable inévitable. Laquelle ? Il faut d'abord réussir à franchir la porte du sommeil de manière apaisée. Et pour un esprit moderne, surmené, constamment sollicité par des notifications, c'est souvent le plus grand des défis. C'est clair. On ne peut pas passer d'une journée frénétique à une nuit sereine sans un sas de décompression. Exactement. Et ce sas, en fait, il commence bien avant de toucher l'oreiller. Il commence à table. Ah oui, l'alimentation. C'est le tout premier rituel, ce qui surprend pas mal de monde en général. L'idée de base, c'est d'éviter les repas lourds. Oui, mais c'est pas juste un conseil de grand-mère, hein. Physiologiquement, la digestion est un processus métabolique extrêmement exigeant. C'est-à-dire ? Ça bloque l'accès aux rêves? Tout à fait. Ça monopolise une grande partie de l'énergie vitale et de l'afflux sanguin. Si toute cette énergie est accaparée par l'estomac, il n'y a plus de carburant disponible pour le travail psychique de la nuit. Ah, je vois. Donc l'intestin travaille trop. C'est ça. Le fameux axe intestin-cerveau est très actif. Un système digestif en surchauffe envoie des signaux de travail au cerveau, ce qui l'empêche littéralement de descendre dans les ondes cérébrales profondes nécessaires au rêve. D'accord, donc on crée des interférences, quoi. Qu'est-ce qu'on devrait privilégier, du coup Il vaut mieux des aliments riches en vitamine B1, qui favorisent l'équilibre nerveux, ou des choses avec un effet sédatif naturel. Genre quoi, par exemple ? La laitue, les cerises qui contiennent des précurseurs naturels de la mélatonine, les amandes pour le magnésium, ou encore le céleri. Bon, décortiquons un peu tout ça, si tu veux bien. En gros, essayer de rêver de manière lucide après une journée hyper stressante et un gros repas, c'est comme essayer d'écouter un murmure délicat alors qu'on se tient juste à côté d'un moteur de tracteur en marche. C'est une métaphore parfaite. Il faut d'abord éteindre le tracteur. C'est impossible d'entendre le message intérieur tant que le corps fait un tel vacarme biologique. Alors une fois que l'estomac est léger, il faut s'occuper du reste du corps. On recommande souvent un bain tiède, c'est ça ? Oui, un bain ou une douche tiède. Pas brûlant, attention, pour ne pas faire monter la température corporelle. Et on y ajoute une synergie très précise. 15 gouttes d'huile essentielle de lavande et 10 gouttes d'oranger amer. Attends, je veux bien jouer le jeu, mais pourquoi 15 et 10 gouttes exactement ? Ça fait un peu potion magique ton truc. Je sais, ça en a l'air, mais ce n'est pas de la magie, c'est vraiment de la biochimie. Ces dosages correspondent au point de saturation idéal pour nos récepteurs olfactifs sans saturer le système nerveux. Ah, d'accord, c'est calculé. Oui, la lavande contient du linalol qui interagit avec les neurotransmetteurs pour ralentir l'activité cérébrale. Et l'oranger amer agit sur l'anxiété. Le but, c'est d'éliminer l'électricité statique de la journée. L'électricité statique, c'est une métaphore ou moins ? Non, c'est physique. Le stress provoque une accumulation d'ions positifs et une microtension dans nos fascias. L'eau tiède, avec ses huiles, agit comme une mise à la terre. Ça permet encore de se décharger. C'est fascinant de voir que le corps réagit vraiment comme un circuit électrique qu'il faut débrancher. Et après la douche, il y a cette étape de relaxation au sol. Absolument. Avant même de se glisser sous les draps, on s'allonge sur le dos,
par terre, et on fait un scanner mental de son propre corps en partant des orteils pour remonter jusqu'à la tête. En imaginant une main apaisante, très douce, qui détend chaque muscle. C'est bien ça l'idée? C'est ça. Et il faut insister particulièrement sur le front et la mâchoire. Pourquoi ces deux zones-là spécifiquement? Parce que ce sont les épicentres évolutifs de notre tension nerveuse. Face à un danger, même un simple email stressant, notre premier réflexe animal est de serrer les dents et de plisser les yeux. Ah oui, c'est vrai qu'on fait ça tout le temps sans s'en rendre compte. Exactement. En relâchant consciemment ces zones, on envoie un signal fort au système nerveux via le nerf vague. On lui dit « le danger est écarté, le repos profond peut commencer ». Hyper intéressant. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois hyper détendu, qu'intervienne l'intention bienveillante. Oui, la fameuse intention. Pour obtenir une guidance pendant la nuit, il est conseillé de formuler une question claire avant de s'endormir. Mais pas une injonction stressante, genre il faut absolument que je trouve la solution à ce problème ». Surtout pas. Il faut la formuler avec la sincérité et la simplicité d'un enfant égaré qui frappe à une porte pour demander son chemin. Pourquoi cette attitude d'enfant égaré? Parce qu'elle court-circuite l'ego. Quand on exige une réponse, on active la zone du contrôle dans le cerveau, le cortex préfrontal. Et ça bloque l'accès aux sphères intuitives. Demander humblement, c'est ouvrir la porte sans forcer la serrure. Joliment dit. Mais alors, une fois qu'on a éteint le tracteur, posé notre question et qu'on est détendu, comment l'esprit parvient-il techniquement à trouver son chemin vers le rêve? Ce qui est fascinant ici, c'est que la science neurologique et les traditions millénaires décrivent exactement le même processus. Le cerveau ralentit, il passe des ondes bêta aux ondes alpha, puis il glisse vers les ondes θ. Et ça modifie notre état de conscience. Voilà, ça prépare le terrain biologique pour que l'énergie vitale puisse commencer à circuler. Ah, l'énergie vitale. Parlons-en. Parce que maintenant que le corps est désactivé, il faut bien comprendre ce qui va générer ces images intérieures. C'est quoi le carburant de cette machine à rêve? Eh bien, c'est précisément cette énergie vitale. Dans de nombreuses traditions, on la relie à l'élément vent, l'énergie du mouvement, le souffle de vie. Sans ce mouvement, la conscience est statique. J'adore cette analogie qu'on retrouve parfois. Imaginons que la conscience pure, notre esprit, soit un homme sans jambes. Oui, la clarté totale, mais incapable de bouger. Exactement. Et de l'autre côté, l'énergie vitale, le vent, c'est un cheval aveugle. Il a une puissance phénoménale, il peut franchir des montagnes, mais il ne voit absolument rien. Et la magie opère quand l'homme sans jambes monte sur le cheval aveugle. L'esprit donne la direction et l'énergie donne la force motrice. C'est comme ça que naissent les rêves. C'est une image ultra puissante. Et ce couple cavalier-cheval, il suit un parcours précis dans le corps pendant la nuit, non? Oui, un parcours énergétique. En s'endormant, l'énergie se rassemble d'abord vers le nombril, puis monte vers le cœur. Là, c'est le sommeil profond, le repos total, le noir complet. Le calme absolu avant la tempête créative. C'est ça. Ensuite, l'énergie remonte vers la gorge. Symboliquement, la gorge est la véritable porte des rêves. Puis elle continue vers le sommet de la tête. Et c'est là que le cortex visuel s'active et que le rêve s'allume. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on suit cette logique, maîtriser ses rêves, c'est ni plus ni moins qu'apprendre à diriger ce fameux cheval intérieur. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend l'hygiène du sommeil. Garder l'énergie dans le canal central apporte un calme vital. Mais la laisser remonter vers la gorge, c'est ce qui permet d'explorer ses émotions sous forme d'images. C'est un voyage de dingue. Mais il y a un problème pratique énorme. C'est génial de produire ces films de science-fiction intérieure, mais ça sert à rien si on oublie tout à la seconde où on ouvre les yeux. Ah bah c'est le grand drame du rêveur moderne, ça. Comment on fait pour ramener ces trésors dans le monde éveillé, surtout avec un emploi du temps surchargé? La première chose, c'est d'éviter un piège monumental. Il ne faut surtout pas vouloir écrire un récit complet et exhaustif en pleine nuit. Genre se réveiller à 3 heures du matin et allumer la lumière pour écrire 4 pages? Exactement, c'est la pire méthode possible. Allumer la lumière force le cerveau à repasser en onde bêta, ça détruit la mémoire associative du rêve et ça ruine le reste de la nuit. Ah ouais, donc on oublie le roman nocturne. C'est quoi la méthode infaillible alors? La méthode des mots-clés. C'est redoutable de simplicité. Dès le réveil, on note juste 1 ou 2 mots sur un carnet. Par exemple, maison et 2 marionnettes. Juste 2 mots. Juste ça. On s'endort ou on commence sa journée, et le lendemain, même sous la douche, le cerveau va reconstituer naturellement le reste de l'histoire. Je me fais l'avocat du diable une seconde. Le cerveau ne va pas juste inventer une fausse histoire autour de ces mots pour combler les trous. Excellente objection. Mais non, parce que notre cerveau fonctionne par réseau associatif.
Ces mots agissent comme des déclencheurs. En lisant marionnette, tu vas tirer sur un fil neuronal qui ramène l'émotion exacte du rêve. J'adore. C'est comme laisser des petits cailloux pour retrouver son chemin dans la forêt, plutôt que d'essayer de déraciner toute la forêt pour la ramener dans sa chambre. L'image est très juste. Et il y a une technique douce à faire juste avant de noter les mots. L'immobilité totale au réveil. Ah oui, ne pas bouger d'1 millimètre. C'est ça. Quand on émerge, on garde les yeux fermés et on ne bouge pas un muscle. Le simple fait de bouger un bras signale au cerveau que la journée commence et qu'il faut effacer la mémoire nocturne. Waouh! En restant immobile, on fixe son attention sur la toute dernière image vue. Un détail infime, une couleur, un sentiment. On le sauvegarde dans la mémoire à court terme et ensuite, seulement, on note les mots-clés. Et une fois qu'on a capturé ces petits cailloux, qu'est-ce qu'on en fait dans notre quotidien ultra chargé? Le simple fait de les noter crée un pont entre l'esprit conscient et l'inconscient. Ça transforme une expérience passive en un espace d'apprentissage actif pour mieux se connaître. Donc, étape 1, on note. Étape 2, le décodage. Comment on traduit ce langage symbolique sans finir avec un vieux dictionnaire des rêves complètement farfelu? Il faut utiliser l'analogie du grand chef cuisinier. Notre inconscient, c'est un chef étoilé. Il pioche dans les ingrédients de la vie quotidienne, un stylo vu la veille, le visage du boulanger, et il prépare une recette unique, le rêve, pour nous transmettre un message spécifique. D'où les rêves absurdes avec des objets banaux. Le chef fait avec ce qu'il a dans le frigo de notre mémoire récente. Exactement. Mais parfois, la recette est carrément indigeste, non? Je parle des cauchemars. Beaucoup de gens y voient des présages effrayants. Il faut absolument dédramatiser le cauchemar. Ce n'est pas une prémonition négative. C'est une alarme bienveillante de notre système immunitaire mental. Un système immunitaire mental. L'expression est forte. Tout comme la fièvre combat une infection physique, l'esprit utilise la peur du cauchemar pour nous forcer à regarder une infection émotionnelle, un blocage qu'on refuse de voir le jour. C'est une tentative de guérison, en fait. C'est super rassurant. Explorons quelques symboles simples. Par exemple, si le chef cuisinier nous sert un rêve rempli de fourmis. Des fourmis représentent souvent des difficultés sociales. Les petits conflits irritants avec l'entourage, les tracas qui grouillent dans l'esprit. L'image de la fourmi traduit le picotement nerveux d'un stress chronique mineur. Ah, logique! Et tomber dans la boue. Ça, c'est un grand classique, on s'enfonce et on ne peut plus bouger. La boue, c'est s'enliser dans une surabondance d'idées, sans parvenir à les concrétiser. C'est un bourbier mental. On est embourbé, incapable de trouver une base solide. Et en symbole plus positif, le poisson. Le poisson dans l'eau, c'est le monde des émotions profondes. C'est un symbole de naissance, de fluidité, la circulation d'une nouvelle énergie de vie. Mais attention, la clé, c'est l'auto-interprétation bienveillante. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si je rêve d'une star de cinéma ou d'un vieil ami qui me crie dessus, est-ce que je rêve en réalité à chaque fois d'une partie de moi-même? Cela soulève une question essentielle. Et la réponse est oui, la seule vérité d'un rêve, c'est la vérité du moment. Tout vient du rêveur. Les personnages ne sont que des acteurs embauchés par notre inconscient pour jouer nos propres contradictions. Donc si l'ami crie, c'est une part de moi en colère contre une autre part de moi. Exactement. C'est un théâtre où l'on joue tous les rôles. C'est totalement vertigineux. On est le scénariste, le réalisateur et les acteurs. Et ça nous amène à une dernière réflexion assez provocatrice. Dans cet état de rêve, la notion même de temps et d'espace disparaît complètement. La vitesse du temps, dans un rêve, n'a rien à voir avec le temps réel mesuré par un réveil. Des mois de péripéties peuvent s'écouler en quelques minutes de sommeil paradoxal. C'est dingue. La nuit prochaine, au moment de fermer les yeux, rappelez-vous qu'on ne va pas simplement se reposer. On va voyager dans un royaume où l'on est le créateur absolu de l'espace et du temps. Un laboratoire personnel sans aucune limite physique. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté.